Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 janvier et nous avons un tout nouvel épisode avec l'invité du Trends Talk. Aujourd'hui, Olivier Mouton reçoit Camille Delannoy, journaliste pour Trends Tendance, spécialisée dans les questions de retail de la grande distribution. Et donc ça a pris court en fait complètement le marché. Personne ne s'attendait, en tout cas dans le grand public, à ce que Delhaize puisse initier un plan de cette envergure aujourd'hui. Le secteur de la grande distribution est en pleine mutation. Les franchises occupent le devant de la scène, la proximité est centrale et l'environnement est une priorité. Dans ce contexte, Delhaize vient de marquer un grand coup. Camille Delannoy, journaliste pour Trends Tendance, explique à Olivier Mouton les dessous de ce virage important. Elle commence en nous parlant du phénomène de la franchise. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. La franchise est devenue la norme, en tout cas c'est un mode de survie pour les distributeurs aujourd'hui. On se souvient que Delhaize a initié notamment ce plan il y a déjà 2 ans. Et il vient d'en venir à bout finalement, puisqu'aujourd'hui l'ensemble de son parc de magasins est franchisé. À l'époque, ça avait quand même provoqué pas mal de remous et des contestations sociales aussi. Oui, tout à fait, notamment du côté des syndicats, parce que les conditions de travail ne sont pas les mêmes, les ouvertures, les heures d'ouverture ne sont pas les mêmes non plus. C'est bien ça aussi qui est très intéressant pour Delhaize, c'est qu'aujourd'hui il profite, et c'est d'ailleurs le chiffre d'affaires le prouve, il profite de l'ouverture dominicale. C'est d'ailleurs un point qui est très très sensible. Qui est permis par les franchises. Qui est permis par les franchises, c'est bien ça. Les commissions paritaires ne sont pas les mêmes également. Et ça, c'est un point de distension entre ces distributeurs, entre Colruyt notamment, qui a son parc qui est entièrement intégré, Delhaize qui lui se retrouve avec un parc de franchisés, Carrefour au milieu qui jongle un peu entre les deux. Vous dites qu'aujourd'hui Delhaize a bouclé ce tour-là des franchises, c'est-à-dire que tous les magasins qui devaient être franchisés le sont. Est-ce qu'on peut déjà en tirer des premiers enseignements, notamment au niveau de leur rentabilité ? Est-ce que ça marche vraiment ? Oui, alors aujourd'hui, donc le parc est franchisé. Il y a quand même eu certains points d'attention qui ont été portés, notamment en termes de rentabilité, parce que donc le chiffre d'affaires de ces magasins, il a augmenté, notamment en raison de l'inflation et des ouvertures dominicales, comme je le disais. Mais les franchisés souffrent aussi beaucoup du travail en fait, qui est beaucoup plus élevé que dans certains magasins, notamment parce que les syndicats ont négocié ces conditions de travail qui ont été revues un peu à la hausse dans certains cas. Les prix aussi, c'est aussi un cheval de bataille, parce que donc les franchisés n'ont pas la marge en fait nécessaire pour augmenter le prix. Donc je pense que normalement c'est à 5%. Le prix ne peut pas être élevé de plus de 5% que ce qui est acheté en centrale. Donc voilà, il y a une marge de manœuvre qui est aussi assez limitée à ce niveau-là. Voilà. Tous les franchisés ne sont pas rentables aujourd'hui. Certains sont plus inquiets que d'autres. Voilà. Mais il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière, non. Alors, on a une marque qui s'appelle Louis Delhaize, qui est aussi liée à Delhaize, mais qui n'est pas Delhaize. Est-ce qu'elle s'inscrit dans ce modèle de franchise ? Alors, en fait, Louis Delhaize était il y a 50 ans dans le portefeuille de Delhaize. Elle revient aujourd'hui, donc cette marque revient aujourd'hui dans le portefeuille de Delhaize. En fait, pour l'histoire, donc Louis Delhaize a été créé par l'un des frères des fondateurs en fait des Delhaize qu'on connaît aujourd'hui. En fait, Delhaize aujourd'hui reprend Delfood, qui est en fait tout ce qui est logistique, dont notamment donc des magasins indépendants avec cette marque Louis Delhaize. Ça s'intègre complètement dans le système Delhaize, parce qu'en fait la majorité de ces magasins sont déjà indépendants. Il reste une vingtaine de magasins qui est intégré et qui se retrouvera en fait franchisé dans les prochaines années. Quelque part c'est bien joué ce nouveau coup de Delhaize de reprendre Delfood, parce que ça ancre son ambition belge, peut-être que ça renforce aussi sa proximité, donc en fait c'est une nouvelle étape qui va dans le bon sens. Oui, tout à fait. C'est très très bien joué de leur part. D'autant qu'en fait, ça survient 2 ans après ce plan de franchise, donc qui est quand même un plan de grande envergure. Et donc, ça a pris court en fait complètement le marché. Personne ne s'attendait
s'attendaient, en tout cas dans le grand public, à ce que Delhaize puisse initier un plan de cette envergure aujourd'hui. Et alors, c'est d'autant mieux joué que la proximité, aujourd'hui, c'est ce qui drive le marché. Hein. On sait que les consommateurs, ils sont à la recherche de tout ce qui est facilité aussi. Ce genre de magasin fidélise énormément la clientèle. Hein. C'est beaucoup plus facile d'aller dans son petit magasin du coin que d'aller dans l'hypermarché, dans un zoning, par exemple. Oui, j'allais dire, parce que l'enjeu de proximité, quand on dit c'est important, c'est aussi parce que les grands hypermarchés, on l'a vu avec Carrefour, par exemple, où les hypermarchés, si je ne m'abuse, ont été mal en point. La plupart des enseignes, en fait, abandonnent ce modèle-là, des grandes surfaces. Oui, tout à fait. C'est vraiment la proximité aujourd'hui. La proximité et la toute petite proximité, finalement, qui urbaine fonctionne ou très pas bien. spécialement Oui, tout à fait. Alors, avec Louis Delhaize, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que cette reprise de magasins, elle permet à Delhaize d'avoir accès, en fait, à un réseau qui va compléter, en fait, son réseau dans des zones qui sont très fréquentées. Donc, ça comprend notamment des villes qui sont très fréquentées, mais aussi des gares, des aéroports, des stations de métro ou des stations-service. Et donc, ça, c'est super important parce qu'aussi, ces achats, ils sont beaucoup plus spontanés. Et donc, finalement, le prix aussi est un peu plus important. On fait un peu moins attention quand on va dans ce genre de marché. C'est beaucoup plus des achats spontanés, style snacking ou ce genre de choses. Et donc, ça, c'est aussi très, très intéressant pour eux. Vous avez dit ça a pris tout le monde par surprise. Est-ce que ça veut dire que par rapport aux concurrents, il y a une démarche similaire qui s'amorce ou qui est en cours, ou bien justement ça ouvre un nouveau combat potentiel entre les marques? Donc Delhaize a deux concurrents directs, donc hors hard discounter, c'est Carrefour et Colruyt. Colruyt qui est leader incontesté du marché. En fait, ce qui est très intéressant dans cette stratégie de Delhaize, c'est que cette reprise, elle va conforter sa deuxième place sur le marché. Donc aujourd'hui, Colruyt, c'est environ 31% de part de marché. Delhaize, c'est 23%. Et donc, cette deuxième place, elle est super importante dans la distribution, en fait, aujourd'hui. Ça permet, par exemple, des marges de manœuvre en termes de négociation de loyer qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'en fait creuser le trou entre Delhaize et Carrefour. Avec cette reprise, Delhaize va dépasser les 1200 points de vente des Carrefour Express. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, en fait, très, très bien joué de leur part. Est-ce qu'on peut mesurer ce qui reste de Louis Delhaize? Vous avez dit que c'était une marque historique de Delhaize qui revient dans son giron, mais j'imagine que depuis lors, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il reste quoi de cette marque? Aujourd'hui, il reste plus grand-chose en fait en Belgique. C'est une marque qui est en train de... la famille en fait est en train de vendre tous ses actifs, hein, on le sait, en France, au Luxembourg notamment. En Belgique aujourd'hui c'est très simple, il reste seulement les 7 hypermarchés Cora qui sont en fait pas du tout rentables, et donc en fait là la question c'est de savoir qui voudra en fait reprendre ces 7 magasins. On parlait des concurrents tout à l'heure, Colruyt justement pour combler un peu cette stratégie oui, c'est ça, est-ce qu'ils ont une carte à jouer là-dedans, parce que quelque part eux ils sont dans leur dynamique. Mais eux justement en fait avaient déjà repris les magasins Match, Smatch et Daily Trader qui appartenaient eux à Louis Delhaize. Donc c'était quand même une manière d'aborder ce segment-là. Tout à fait, oui. Et ce qui est en fait très intéressant avec Colruyt, c'est que ce n'est pas du tout dans leur ADN en fait finalement la proximité. Colruyt a vraiment une stratégie qui est complètement à part. Ils se sont quand même intéressés à ce segment, forcés en fait par la dynamique du marché. Et donc voilà, eux avaient déjà repris. En fait, quelque part, on peut se dire que cette reprise de Louis Delhaize, c'est un peu une réponse à la reprise de Colruyt des magasins Match, Smatch et Daily Trader notamment. Est-ce que dans ce marché qui est en mouvement perpétuel, il y a des nouveaux acteurs? Alors, on sait qu'il y a eu des reprises, des mutations, je pense à un acteur qui me vient à l'esprit, c'est Intermarché, par exemple. Est-ce que on peut dire qu'il y a des acteurs qui sont susceptibles de bousculer la hiérarchie, ou en tout cas de faire une place dans ce segment-là? Bousculer, ça va être un peu compliqué, tellement en fait Colruyt semble un peu indétrônable pour le coup. En fait, le marché fonctionne beaucoup par fusion-acquisition. Colruyt a notamment déjà repris tout ce qui était food service via Solucius, et ça, c'est aussi quelque chose qui est énormément en croissance à côté du segment proximité. Vous parlez d'Intermarché, et ça aussi, c'est intéressant en fait de le mentionner, c'est qu'Intermarché a repris les magasins Mesdac de Carrefour. Effectivement. Et c'est là en fait où on voit que Carrefour
Carrefour a décéléré en fait dans le segment de la proximité, là où Delhaize est en train d'accélérer et le trou va continuer de se creuser en fait entre les deux. On a dit à un moment que les hard discount, genre alors Lidl, Aldi, mais peut-être aussi de nouveaux acteurs comme dans d'autres registres. Oui, voilà. Est-ce que ça reste là? Enfin, je dirais, est-ce qu'on met ça dans la même catégorie? Est-ce que c'est des concurrents aussi? Ou bien est-ce que... Parce qu'on disait qu'à un moment, cette partie-là des magasins avait quand même le vent en poupe. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, alors c'est des concurrents, clairement, parce que au niveau du prix, c'est quand même toujours quelque chose qui drive aussi le marché. On parle de proximité. On a connu la crise de l'inflation, voilà, qui, j'imagine, a fait changer des comportements. Oui, mais c'est toujours pas fini. Donc le consommateur, il est toujours très attentif au prix. Donc effectivement, c'est toujours quelque chose auquel les distributeurs font attention. La différence avec les hard discounters, c'est qu'ils ont un modèle très cadré. Et donc finalement, eux ne vont pas du tout aller dans le système de franchise parce que tout est millimétré et un franchisé, ça reste un indépendant qui a des libertés et ça, c'est quelque chose que Aldi, Lidl ne pourraient pas se permettre. Ils ne vont pas jouer sans doute dans la proximité, en tout cas pas de la même manière. Pas de la même manière, non. Ils n'ont pas intérêt puisqu'ils ont une force de frappe sur les prix et la logistique qui est incomparable. Dernière chose, Camille, on parle aussi d'un secteur où la question du développement durable, de circuits locaux, de circuits courts est importante. Est-ce que là aussi on constate une évolution dans ce sens-là, ou bien finalement c'est surtout du marketing? Alors ça, c'est une question qui est un peu compliquée dans la mesure où on a vu des efforts de la part des retailers, ils sont conscients des efforts qu'il y a à fournir. Ce qui est toujours un peu compliqué à mettre dans la balance, c'est le consommateur finalement, parce que le consommateur, il veut habiter une planète plus verte, il veut de meilleurs produits, mais il n'est pas toujours prêt à mettre le prix en fait dans ses produits, et c'est là où souvent le bas blesse et où le distributeur doit un peu jouer entre l'équilibriste en fait finalement, en proposant des prix qui séduisent le consommateur et qui doivent aussi répondre quelque part à la viabilité du producteur. Et ça, c'est pas toujours évident à faire comprendre aux consommateurs, justement. Ça a été d'ailleurs une des sources, mais c'est un autre débat de la crise des agriculteurs, oui, mais qui n'est pas finie non plus. Non. Donc là aussi, il y a un travail à mener sans doute sur ces marges et sur la qualité des produits, en tout cas ce que l'on est prêt à y mettre pour avoir cette qualité. Colruyt semble indétrônable sur le marché, malgré une seconde place de Delhaize qui se renforce. Pour rappel, il s'agissait de Camille Delannoy, journaliste Trends Tendance, pour nous éclairer sur la situation du marché de la grande distribution. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec la tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité. Mais avant cela, voici une minute de rubrique sur l'investissement immobilier privé en collaboration avec Pareto. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous ? Investir en immobilier en privé vous offre différents avantages. En effet, l'investissement immobilier, ce qui n'est pas l'acquisition d'une habitation familiale, offre pas mal d'avantages. Tout d'abord au niveau de la taxation des loyers. Pour le résidentiel, le revenu cadastral indexé majoré viendra se rajouter dans notre déclaration fiscale. Pour les loyers professionnels, ce seront les loyers réels, moins un certain pourcentage de frais forfaitaires. Mais ces revenus immobiliers imposables peuvent être réduits grâce aux intérêts des crédits générés pour l'acquisition de ces biens immobiliers-là. Autre grand avantage actuellement en immobilier en privé, l'absence de taxation sur la plus-value lorsque l'on vend après 5 ou 8 ans. Petit bémol toutefois, la donation se fera par la suite par une donation immobilière et non une donation mobilière, ce qui va prendre plus de temps et demander plus d'argent. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.